Lulu. C'était comme ça que tout le monde l'appelait. Mais son vrai prénom, c'était Lucienne. En 1914, elle venait de fêter ses 10 ans. Elle avait une longue chevelure brune, un bout de nez retroussé, et elle portait souvent une belle robe à carreaux. Chaque été, la veille du 2 août, c'est elle qui garnissait le bas de cocagne des enfants. Elle adorait grimper tout en haut pour observer la campagne et les jardins des maisons des alentours. Elle y accrochait des saucissons, des pains de toutes sortes et des rubans, bleu, jaune, vert ou rouge pour décorer. Alors, il y a une belle vue de là-haut. Oui, je vois presque le toit de la maison. Fais quand même attention, Lulu, tu me fais peur. Son frère, Charles, un grand échalas de plus de 10 ans, son aîné, n'avait jamais pu le faire. Il avait le vertige. Le premier lot est prêt, tu peux tirer. Tous les deux aidaient à préparer la Saint-Julien. Saint-Julien, c'était le nom du village. Et c'est le 2 août que tombe la Saint-Julien. Alors ce jour-là, tout le monde faisait la fête. Et c'est lourd, qu'est-ce que c'est? C'est le jambon sec, il doit bien faire 5 kilos. Hey, bonjour monsieur le curé. Hey, vous avez vu ce jambon? Il est beau, pas vrai? Oui, Lulu, il est très beau. Le curé passa devant eux sans même s'arrêter. Il avait l'air soucieux. Il y a un problème pour la fête? Lui a demandé Charles. Excuse-moi mon garçon, je n'ai pas le temps de parler de ça maintenant. A-t-il répondu en se pressant vers l'église. Cela leur avait semblé bizarre à Lulu et son frère. D'habitude, le curé s'intéressait beaucoup aux préparatifs de la Saint-Julien. On le voyait souvent déambuler avec son gros ventre et ses lunettes rondes. Il regardait avec gourmandise les morceaux de charcuterie qui pendaient aux mains, et prenait souvent un grand plaisir à raconter des anecdotes ou des petits contes. Quelques instants plus tard, c'est monsieur le maire qui est arrivé à grands pas sur la place du village. Il avait le visage sombre, il ne saluait personne, ne prononçait pas un mot. Lulu n'avait jamais entendu les cloches sonner comme ça. « Le tocsin !» criait Charles. « Ça veut dire qu'il y a une catastrophe !» Alertés par les cloches, tous les habitants ont accouru. Même ceux qui travaillaient au champ ont laissé leurs tâches et leurs outils pour venir aux nouvelles. En quelques minutes, la population était rassemblée sur la place. Les gens parlaient. Que se passait-il de grave? Pourquoi le maire portait-il son écharpe tricolore? Et qu'est-ce qui était écrit sur les affiches que le garde champêtre collait un peu partout? Avec Charles, Lulu s'est approché de l'une des grandes feuilles. Dessus, on pouvait lire en grosses lettres noires « Mobilisation générale ». En voyant cela, Charles avait pâli. Autour d'eux, des villageois pleuraient. Certains gesticulaient ou commentaient, d'autres restaient silencieux. Charles prit alors Lulu par les épaules et lui dit ces quelques mots. « Je vais devoir partir, ma Lulu, je vais aller me battre contre les Allemands. »« Te battre? Mais la fête de la Saint-Julien !»« Il n'y aura pas de fête cette année, ma Lulu. C'est la guerre. » Monsieur le maire fit un discours. Il expliqua qu'il allait peut-être y avoir la guerre et que la France devait se préparer au combat.
Tous l'avaient écouté en silence. Quand il avait fini, Charles et Lulu rentrèrent chez eux, le pas lourd, sans ouvrir la bouche. Lulu ne comprenait pas trop ce que voulait dire ce mot, guerre, mais le visage inquiet de son frère lui signifiait quelque chose de grave. Leurs parents avaient appris la nouvelle par les voisins. La mère avait un peu pleuré. Le père a donné une petite tape sur l'épaule de Charles, mais Lulu avait bien vu que son menton tremblait. Son frère avait 22 ans. Il venait de finir ses 3 années de service militaire. Dès le lendemain, beaucoup se retrouvèrent à la ville pour voir partir le régiment de Charles. Il n'était pas le seul à s'en aller. La plupart des jeunes hommes de Saint-Julien étaient concernés par cet appel. « Tu m'écriras » Il serait... je t'enverrai une jolie lettre, juste pour toi, avec ton nom dessus. Malgré son air joyeux, elle sentait bien qu'il n'avait aucune envie de partir. Une voix a crié « En voiture !» Charles prit alors Lulu dans ses bras, lui fit de grosses bises, puis le reposa sur le quai. Dès que la locomotive a démarré, tout le monde s'est mis à crier. Des fiancés envoyaient des baisers à leurs futurs maris. Les mères, les filles, les tantes brandissaient foulards et mouchoirs. Charles cria quelques mots à sa sœur. « À bientôt, ma Lulu! Si tu es bien sage, on fera la fête tous les deux quand je rentrerai! » Des larmes ont envahi les yeux de la fillette. Puis la fumée a enveloppé le quai et elle n'a plus réussi à voir le visage de son frère. Tandis que le train s'éloignait, à plusieurs centaines de kilomètres de là, les soldats allemands commençaient à envahir la Belgique. Le lendemain, l'Allemagne déclarait la guerre à la France. La fête annulée, les jeunes hommes partis. Le mois d'août fut très triste, cette année-là, au village. Au café, le curé faisait la lecture des journaux à voix haute. Pour tous ceux qui ne savaient pas lire, ou n'avaient simplement pas les moyens de l'acheter. Ouais. Allez confiants, soldats de France, c'est par dizaines de milliers que la jeunesse combattante s'est ralliée autour du drapeau tricolore pour le salut de la patrie. Oui. La mobilisation n'est pas la guerre. Dans les circonstances présentes, elle apparaît au contraire comme le meilleur moyen d'assurer la paix, dans l'honneur. Raymond Poincaré, président de la République française. Oui. Je trouve que ces événements sont fort heureux. Il y a 40 ans que je les attends. La France se refait, et selon moi, elle ne pouvait pas se refaire autrement que par la guerre, qui la purifie. Monseigneur Alfred Baudrillard, évêque, recteur de l'Institut catholique de Paris. Les journaux racontaient encore que la guerre ne durerait pas, que les Allemands seraient bientôt battus et que l'armée serait à Berlin avant l'automne. Mais les semaines défilaient, et elles duraient. Lulu commençait à être inquiète pour Charles, car depuis son départ, elle n'avait encore reçu aucune nouvelle de lui. Enfin, un peu après la rentrée des classes, Alphonse, le facteur, a grimpé la petite colline menant à la ferme des parents de Lulu, avec sa vieille bicyclette. Il apportait une grosse lettre. C'était un jeudi, vers 11 h. Tous ont de suite reconnu l'écriture de Charles. Sa mère a ouvert l'enveloppe avec le petit couteau qui lui servait à éplucher les pommes de terre.
À l'intérieur, il y avait plusieurs feuilles pliées en deux. Sur l'une d'elles, on pouvait lire « Pour Lulu ». La fillette arracha pratiquement des mains de sa mère le précieux feuillet et fila au grenier pour la lire. Bien assise dans le foin, elle déplia le rectangle de papier. Lulu, depuis mon départ, on n'a pas arrêté de bouger. Mais j'ai enfin un peu de temps pour décrire ce mot. On m'a affecté à la 3e compagnie. On m'a dit qu'il y a eu des combats très durs dans certaines régions, avec beaucoup de morts. Nous, on a de la chance, le régiment ne s'est pas encore battu. On reçoit l'ordre d'aller quelque part, et dès qu'on est arrivé, on nous envoie ailleurs. Bon, c'est un peu la pagaille, mais du coup, on risque rien pour le moment. Hier, nous avons traversé un village qui avait été pris par les Allemands. Les maisons avaient été bombardées et l'église avait brûlé. Ah, tu ne peux pas imaginer comme c'était triste à voir. J'ai fait des connaissances, des gars bien. Il y a Martin, un boulanger de Bretagne, Ambroise Tignou, bourrelier à Dourdan près de Paris, et Célestin Pochettini, un Corse qui parle mal le français. Bon, je t'en parlerai plus longuement dans ma prochaine lettre. Faut que j'aille. Le lieutenant vient de siffler le rassemblement. 1000 bises. À bientôt. Charles. Ce n'était pas une lettre bien longue, mais Lulu était soulagée de savoir que son frère allait bien. Elle lut ce texte rapidement à sa mère, puis courut au village pour la montrer à sa meilleure amie, Clémence, la fille de l'épicier. En approchant de la boutique, elle entendit des éclats de voix. Une cliente, au visage tout rouge, gesticulait. « Plus de farine? Vous vous moquez de moi? Ben non, madame Blondiot, et plus de sel, plus de sucre, plus d'huile. » Derrière son étal, le père de Clémence tentait de lui expliquer qu'il n'y pouvait rien, qu'on lui avait déjà acheté tout ce qui lui restait. La cliente ne voulut rien savoir. Elle partit en jurant qu'elle ne mettrait plus jamais les pieds dans l'épicerie. Bon, cela n'allait pas très facile pour cette madame Blondiot. L'épicerie la plus proche se trouve à 12 km. À cause de la guerre, beaucoup de gens avaient eu peur de manquer de nourriture. Ils avaient donc fait des provisions, et les épiceries se vidaient et commençaient à manquer de tout. Quand Clémence aperçut son amie Lulu, elle bondit de son tabouret pour la rejoindre. « J'ai reçu une lettre de Charles !» lui dit Lulu en sautillant sur place. Ouais, tu as de la chance. Nous, on ne sait pas où est Jules. Jules, c'était son frère à elle. Il était parti le même jour que Charles. En voyant sa fille toute triste, la mère de Clémence lui offrait quelques centimes. « Allez boire une limonade. Allez, ça vous changera les idées. » Après l'avoir remercié, les deux fillettes montèrent en courant toutes les deux vers le café d'Ognol, qui se trouvait plus haut dans le village. Hey, ce café, c'était vraiment le cœur de Saint-Julien. C'est là que les gens se retrouvaient pour rire, refaire le monde, jouer aux cartes ou aux dés. D'ailleurs, ce jour-là, autour du comptoir, la discussion était animée. Ouais, mon fils à moi, il est au front, il se bat. Il risque sa vie tous les jours pour la patrie, pour la France. Lançait le menuisier. Mais ce n'est quand même pas ma faute si l'armée n'a pas voulu de mon fils, lui répétait monsieur André. Pas voulu? Ouais, dis plutôt qu'il a tout fait pour pas y aller. Enfin, il est myope, il a les pieds plats. Ouais, c'est pour le courage qu'il a un peu plat. Regarde ça. Tout le monde assistait à cette dispute. Et pour finir, il fallut les séparer avant qu'ils ne se battent comme des chiffonniers. La peur et l'inquiétude semaient le trouble, même entre les meilleurs amis du monde, qui quelques semaines auparavant passaient des heures à la rivière à taquiner la truite.
Plusieurs semaines s'écoulèrent encore avant que Charles ne donne de ses nouvelles. Lulu! Nous sommes maintenant sur le front, dans la région d'Arras. Ici, il fait froid. Et mon cou s'est habitué au cache-colle que tu m'as envoyé dans ton dernier colis. Je couche avec et te remercie encore pour ce tricot. Les Allemands sont tout prêts. Pour nous abriter de leurs tirs, on a creusé des tranchées. On vit dedans du matin au soir. Et même la nuit, dans l'attente des ordres de nos chefs. Il y a 2 jours, j'ai participé à mon premier combat. On a attaqué les tranchées ennemies. Les fusils tiraient en tous sens. Et j'ai entendu les balles siffler à mes oreilles. Mon ami Martin, tu sais, le boulanger, a été légèrement blessé à une épaule. Mais rien de grave. Il va juste en profiter pour quitter Stroara et se refaire une petite santé à l'écart des combats. Hier, on a assisté à un combat aérien entre un avion allemand et un avion britannique. L'anglais était vraiment un as, mais son appareil était moins rapide que celui de l'ennemi. Après 20 minutes de cabriole dans les nuages, son moteur a été touché et il s'est écrasé. On ne sait pas s'il s'en est sorti. Son avion est tombé côté allemand. Le moral n'est pas toujours au beau fixe. Heureusement, avec les copains, on essaie de parler d'autre chose. De penser à autre chose. Ambroise nous raconte sa vie, son métier, nous vante Paris, la Tour Eiffel et les grands boulevards. Et nous montre tous les jours des photos de sa femme et de ses 2 enfants. Ils doivent lui manquer énormément. Célestin le Corse partage avec nous les nombreux colis qu'il reçoit de là-bas. De la charcuterie, des conserves, des boîtes de biscuits et des fromages qui sentent plus fort que les pieds de Martin. Ce qui n'est pas une mince affaire. Tu vois ma Lulu, on tente de rire encore un peu. J'apprends l'instant qu'on aura peut-être une permission pour la Noël. Ça serait vraiment bien de pouvoir rentrer à la maison, même quelques heures.
t'embrasse très fort. Mon grand Charles. Lulu espéra longtemps. Elle courait tous les jours au bout du chemin pour tenter de le voir arriver de loin. Mais Charles n'eut pas sa permission. Par contre, il envoya beaucoup de lettres. Tous les mois, il en arrivait une ou deux. Le facteur, d'ailleurs, était devenu quelqu'un d'important au village. Tout le monde l'attendait avec impatience, dans l'espoir d'avoir des nouvelles d'un mari, d'un fils, d'un neveu, d'un père. Puis, un jour, cette impatience se transforma également en peur, après l'histoire de Blanche. Blanche était la femme du Félix, le meunier. Tout le monde la connaissait, c'était une fille du pays. Elle s'occupait de la petite troupe de théâtre qui animait les nombreuses fêtes des environs. En ce jour de février 1915, le facteur vint chez elle avec une enveloppe bleue. Le maire l'accompagnait. Ils lui dirent quelques mots à voix basse et soudain Blanche éclata en sanglots. Toutes les femmes du village accoururent. La lettre disait à Blanche que quelque part en Lorraine, dans une forêt de sapins, son Félix avait été tué par une balle de fusil. Elle était la première du village à recevoir une nouvelle de ce genre. Hélas, d'autres ont suivi. Beaucoup d'autres. La liste s'est allongée. Bastien, le fils du menuisier. Léopold, le mari de Madame Ferrand, la maîtresse de l'école communale. Étienne Bourreau, qui laissait 3 orphelins. Peu à peu, les vêtements noirs se sont multipliés dans le village. C'est alors que Lulu commença vraiment à être inquiète pour Charles. La situation au front semblait empirer de semaine en semaine, malgré ce que répétaient inlassablement les journaux. Lulu, nous sommes dans la région de Verdun depuis une dizaine de jours. Ici, les combats font rage. Il pleut sans arrêt, nos tranchées sont remplies de boue. Les rats courent partout. Ils mangent nos provisions, rongent nos chaussures et nous mordent quand on essaie de dormir. Nous sommes tous épuisés et très sales. Ça fait plus de 8 jours que je porte la même chemise. Les poux et la vermine nous bouffent de partout! Autour de nous, le paysage ne ressemble plus à rien. Il n'y a que des fils de fer barbelés et des trous d'obus pleins d'unos saumâtres. Dès qu'on veut se creuser un abri, on tombe tout de suite sur des morts. Un obus recouvre les cadavres de terre. Un autre les exhume à nouveau. C'est inimaginable.
Martin est revenu parmi nous. Sa blessure est guérie. Et un officier décédé qu'il était grand temps qu'il reprenne un fusil. Ambroise a de plus en plus de mal à supporter l'absence de ses deux enfants. Il ne parle plus beaucoup et se renferme sur lui-même. Heureusement, les nombreux colis de Célestin nous permettent de ne pas mourir de faim, car la soupe, toujours froide, est infâme. L'imagination de ceux d'en face est infinie. Depuis quelques jours, ils nous envoient des gaz mortels si on oublie d'enfiler nos masques. J'ai vu des collègues cracher leurs poumons à cause de ces nappes nauséabondes. Mais jusqu'où ira cette folie ? Hier, j'ai découvert une fleur, juste à côté de l'endroit où nous passons nos journées. Comment a-t-elle pu pousser dans un lieu pareil? C'est sûrement une erreur. Alors je te l'envoie pour qu'elle ne reste pas ici. Ce n'est pas un endroit pour une fleur. D'ailleurs, ce n'est un endroit pour personne. Ça fait plus de 500 jours que je suis parti. Quand vont-ils nous sortir de ce bourbier ? Mon plus grand souhait en ce moment serait de me glisser dans cette enveloppe pour rentrer au village et préparer avec toi la fête de la Saint-Julien. Je t'embrasse. Charles. Lulu avait la gorge nouée en finissant cette lettre. Elle ne savait plus quoi penser. Le ton avait changé. Son frère semblait mal en point. Puis les jours ont défilé. La fillette devait participer aux travaux des champs. Il fallait bien remplacer les hommes. Ainsi, toutes les personnes du village devaient moissonner, rentrer la paille, labourer, vendanger. Ah, ce travail était pénible. Mais il permettait d'oublier pendant quelques heures les horreurs de cette guerre et l'attente. Pendant presque 3 mois, aucune lettre n'arriva chez Lulu. Un matin, on vit approcher une silhouette à l'entrée du village. Elle portait un long manteau, bleu horizon couvert de boue. Et un casque, un peu cabossé. C'était Jules, le frère de Clémence, qui arrivait harassé pour quelques jours de permission. Évidemment, les villageois l'entourèrent et le saluèrent avec beaucoup de chaleur. Clémence lui sauta sur le dos. Son père et sa mère le serrèrent dans leurs bras. Après les retrouvailles, les questions fusèrent de tous côtés. As-tu des nouvelles d'Émile, mon mari? Peux-tu dire quand cette boucherie prendra fin? Les Allemands ont-ils reculé ces derniers mois? Est-ce que mon Edmond est guéri? Le pauvre était bien incapable de répondre à ce flot de demandes. Il essayait de rassurer les familles, en leur disant que le service du courrier était complètement désorganisé depuis la grande offensive de l'hiver, et qu'il ne fallait pas s'inquiéter du retard des lettres.
Il répétait que le moral des soldats était toujours bon, malgré la fatigue et le manque de nourriture. Il tentait, avec maladresse, de cacher les lourdes pertes parmi les fantassins. Les hommes tombaient par milliers, et il ne voulait pas le dire aux gens de Saint-Julien. Jules n'avait, lui non plus, aucune nouvelle de Charles. Il avait aperçu 3 mois auparavant, en croisant ce régiment qui remontait en première ligne. Il sortait de quelques jours de repos à l'arrière et semblait être en bonne santé. Ils avaient juste eu le temps d'échanger 2 mots et de se souhaiter bonne chance. L'hiver fut très rude. La neige recouvrit longtemps les champs et les maisons de Saint-Julien. Les fêtes de Noël furent encore une fois tristes et silencieuses. Enfin, au tout début du mois de janvier 1916, Lulu reçut une autre lettre de Charles. Lulu, cette guerre est devenue un grand n'importe quoi. On nous envoie charger, baïonnettes au canon, avec la certitude de ne pas avancer d'1 mètre et d'être fauchés par les mitrailleuses ennemies. Les hommes tombent comme des mouches. Nos supérieurs, bien au chaud à l'arrière, ne nous bloquent comme de la chair à canon. Il ne reste plus grand monde à notre 3e compagnie. Un dernier assaut, un dernier échec, comme ceux de la veille. Le lieutenant a été tué, nous avons rejoint nos lignes. Et là, c'est notre artillerie qui nous tire dessus. C'est les nôtres qui nous tuent. Oui bon, c'est pas la première fois que les canons de notre cours, et c'est nous qui prenons tout sur la gueule. Et là, on apprend que c'est un officier français qui a donné cet ordre. Un général. Le fameux Moreuil. Oui, c'est moi. Qui ordonnait à l'artillerie de pilonner la tranchée où s'est réfugiée la 3e compagnie. Les hommes ont reculé. Ces lâches se sont repliés. Ils ont fui devant l'ennemi. L'objectif qu'on leur a désigné est capital. Il faut coûte que coûte que nous prenions les positions Boche avant février. Et cela fait partie du plan d'offensive de l'hiver. Et là, en faisant tirer sur la compagnie, ils veulent nous obliger à sortir pour repartir à l'assaut. Avec sur les talons, les gendarmes qui nous tirent dans le dos si on ne charge pas assez vite. On n'est pas sorti. À 18 h, le tir d'artillerie a cessé. Le général Moreuil décide de faire fusiller toute la compagnie. Un colonel essaie de sauver les hommes, faisant état de leur épuisement. On nous a conduits dans un village de l'arrière. Le général arrive à se contenter de 3 hommes. On les désigne au hasard. Ils passent en conseil de guerre et sont condamnés à mort. Il y avait Canol, Mounier et Vigard. J'ai encore échappé à la grande faucheuse. Pour combien de temps? Je ne sais pas si cette sale guerre me laissera repartir d'ici. Ambroise est mort hier dans mes bras, fauché par un éclat d'obus. Il a souffert, beaucoup. Ses tripes trempées dans la boue. Il m'a supplié de l'achever. Il m'a insulté. Il a appelé sa mère. Il n'aura jamais revu ses enfants. Il n'y a plus aucun espoir. Quoi qu'il arrive, n'oublie jamais que je t'aime, ma petite Lulu, et que je penserai toujours à toi.
Ton frère qui espère te revoir. Charles. Lulu ressentit de la colère en finissant ces lignes. Elle en voulait à Charles de songer à des choses pareilles. Elle répétait toujours qu'il ne pouvait rien arriver à son frère, qu'il reviendrait bientôt et que la vie recommencerait, comme avant. Six nouveaux mois sans nouvelles de Charles. L'espoir de Lulu s'évanouissait à petit feu. Pourtant, par une fin d'après-midi du mois de juin 1916, une ambulance passa devant les fenêtres de l'école. Lulu sut tout de suite que c'était Charles. Elle bondit de sa place, et malgré les cris de Madame Ferrand, elle quitta la classe. Et je crois que personne n'aurait pu l'en empêcher. Et elle avait raison. Le véhicule de la Croix-Rouge était garé devant la maison, et des hommes habillés de blanc en étaient sortis. La fillette se mit à courir comme une folle. « Charles! Charles !» Ses parents étaient debout côte à côte, face à l'arrière du véhicule. Lorsque Lulu était plus proche, elle remarqua le regard figé de sa mère et les larmes qui coulaient sur ses joues. Son père s'est alors avancé vers elle et à sa grande surprise, l'a empêché d'approcher. « Oui, ton frère est de retour. Mais il est très fatigué, hein. Il faut que tu le laisses se reposer. »« Mais je veux le voir tout de suite !» trépignait Lulu. Elle eut beau s'énerver, supplier, et il n'y eut rien à faire. Elle dut rester dehors pendant que les infirmiers installaient Charles dans sa chambre. Toute la journée, il y eut plein d'allées et venues dans les escaliers. Le docteur Berthaud passe à la maison, et le soir, au moment de se coucher, elle n'avait toujours pas vu son frère. La nuit lui parut bien longue, tant elle eut du mal à trouver le sommeil. Et le matin, c'était pareil. Il fallait qu'elle soit patiente. Elle allait bientôt voir Charles, mais il dormait encore à cette heure-là. Enfin, dans l'après-midi, son père et sa mère lui dirent qu'elle allait pouvoir rentrer dans sa chambre. Mais avant, ils avaient des choses à lui expliquer. Au début, ils gardèrent le silence et lui tendirent juste un petit bout de papier froissé, maculé de boue et portant des mots que l'on sentait écrits difficilement. Mes très chers parents, la guerre est finie pour moi. Un obus est tombé dans ma tranchée, à quelques mètres de mon poste de garde. Il ne m'a pas tué, contrairement à mon ami Célestin, qui ne reverra jamais sa Corse. Je viens de me réveiller sur une planche de bois, dans une étable transformée en hôpital de fortune. Une infirmière me sourit timidement. Je soulève le drap et je vois ce que je ne voulais pas croire. J'ai perdu mes deux jambes. Le docteur m'a affirmé qu'il avait fait son possible pour tenter de les sauver. Il m'a dit aussi que j'allais bientôt rentrer chez moi. Essayez de trouver les mots pour Lulu. Je n'ai pas le courage de les lui écrire. Je vous embrasse, Charles. Lulu resta longtemps murée dans un profond silence. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Son père lui raconta les dernières heures de son frère dans la tranchée. Puis soudain, Lulu éclata en sanglots, monta les marches de l'escalier, pénétra dans la chambre de Charles et se jeta dans ses bras. Depuis ce jour, Lulu a eu tout le temps de s'habituer à Charles et à son fauteuil roulant. Elle savait bien que beaucoup de gens étaient morts durant ces 4 années qu'avait duré la guerre, et qu'elle avait de la chance que son frère soit vivant. Des amis de Charles, seul Martin était revenu entier des tranchées. Ambroise et Célestin manqueraient pour toujours à leur famille. Pourtant, certains soirs, elle saisissait les poignées du fauteuil et ils montaient tous les deux sur la colline derrière le village pour voir le soleil se coucher sur les champs de blé. Et là, le regard perdu vers l'horizon,
Ils songeaient à tout ce qu'ils ne pourraient plus jamais faire ensemble.